Il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de chaleur humaine, il n'y a plus ce lien d'appartenance qui est important à avoir, de faire attention, d'entendre ce que les personnes âgées ont à dire, leur vécu, tout cet esprit-là, que c'est de cette manière-là qu'on peut le partager. Puis ça, tu le vois plus. C'est comme s'ils n'ont plus de place. C'est comme, va-t'en, on t'envoie dans le fin fond des creux, là, et puis va-t'en là. On n'est plus intéressé à t'entendre. On n'est plus intéressé à prendre soin de toi. Nous autres, aujourd'hui, on veut faire du profit, puis on veut faire de l'argent, puis il faut que ça roule. La hausse des loyers pour solidaires des locataires ensemble. Au départ, Hochelaga était un quartier moins cossu encore que Rosemont. Rosemont n'est pas un quartier cossu, mais Hochelaga-Maisonneuve, il était encore moins. On parle d'un quartier vraiment pauvre, un peu comme Parc Extension, là. Et ces quartiers-là, maintenant, sont touchés par la gentrification. Dans le cas d'Hochelaga, c'est d'abord la construction un peu partout de condominiums. Au niveau de ce qui se vit ici, ça se vit de différentes façons. Il y a d'abord eu toute la construction neuve, et là, on parle beaucoup de construction pendant une période de maisons de ville, beaucoup par après d'immenses condominiums. L'autre façon, c'est le fait que tu as des logements locatifs existants qui sont perdus par soit de la conversion en condominium ou par des agrandissements de logements, chose qu'on voit de plus en plus quand tu te promènes dans le quartier, ou encore une chose que j'ai vue plus récemment, puis qui m'a alarmé un peu, des logements transformés en bureaux. Souvent, la gentrification aussi, il faut qu'il y ait des éléments d'attrait. Par exemple, dans le sud-ouest, on va plus parler du marché, effectivement, à Trois-Terres, du canal de la Chine. Quand tu regardes Villeray, c'est beaucoup le marché Jean Talon. Dans le cas de Rosemont, c'est beaucoup la rue Masson. Qui est l'attrait. Mais dans plusieurs parties de la rue Masson, il y a vraiment un changement de genre de commerce et évidemment, genre de clientèle. Moi, en fait, ce que je vois, c'est que le quartier, avant, il était plus égal en termes de comment c'était. Puis là, ça a comme changé. Il y a des endroits du quartier qui deviennent plus cool que d'autres. Et avant, c'était un quartier indésirable à tous les spots. Puis maintenant, il y a des spots qui sont comme intéressants, tout ça. Puis c'est la crise du logement. Fait qu'on dirait qu'il n'y a plus de coin qui n'est pas intéressant. Tout augmente un peu partout. Mais depuis environ 10 ans, il y a des spots qui deviennent un peu cool, comme le plateau, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a des quartiers où la gentrification se fait par l'arrivée des artistes, l'arrivée de certaines compagnies, blablabla. Ici, ça va vraiment plus être par les rues commerçantes et par la société de développement commercial du quartier qui est là pour redynamiser le quartier, donc qui va faire de la promotion sur le quartier et essayer de promouvoir les locaux vides sur Sainte-Catherine et la rue Ontario. C'est sûr que c'est la gentrification, c'est la hausse du coût des loyers, particulièrement des loyers qui sont libres à la location. Ça fait en sorte que les gens sont obligés de payer un pourcentage qui est de plus en plus grand de leur revenu pour se loger s'ils veulent demeurer dans Rosemont. Et dans certains cas, ça veut dire qu'ils sont obligés de partir de Rosemont. Là, on a de plus en plus de personnes de classe moyenne qui viennent habiter dans le quartier. Donc, pour eux, cet impact économique-là est plutôt positif
puisque les services sont encore pas chers ici. On compte encore quelques cafés pas chers, des fruiteries. Le loyer est vraiment peu cher par rapport à d'autres quartiers. Pour les populations qui sont là depuis plus longtemps, c'est autre chose. C'est pour les gens qui restent, ça veut dire que tu as besoin, entre autres, d'avoir recours à des services alimentaires, de l'aide alimentaire pour parvenir à boucler ton mois. Mais souvent, tu le fais aussi en coupant dans des besoins essentiels. Il y a plein de petits restos vraiment pas chers qui ont fermé. De plus en plus, on a des restaurants à sushi avec les prix qui vont avec. On a des cafés vraiment chers avec des lattés à 7$, des friperies de luxe entre guillemets où des morceaux de vêtements sont vendus entre 50 et 100$. Ben, tu sais, pour te donner un exemple, mettons, les fruiteries abordables qui se transforment en fruiteries bio. Tu sais, mettons, sinon, il y avait le buffet La Casa Corfou qui était assez abordable. Tu payais, je pense, le menu dîner, c'était comme une dizaine de dollars, puis tu pouvais te resservir à volonté. Maintenant, c'est fermé, puis c'est une nouvelle boulangerie hors de prix qui est là. Après ça, ben, les brasseries de quartier se transforment en micro-brasseries. Beaucoup de gens se retrouvent plus dans le quartier comme ils se retrouvaient avant. Là-bas, on avait un magasin qui s'appelait... là où c'est vide, en fait, on avait un magasin qui s'appelait le Rossi. Donc, c'est comme une espèce de magasin où il y avait un petit peu de tout, là, et vraiment pas cher. Puis c'était comme... Tout le monde savait que le Rossi était ici. Tu sais, quand je parlais des commerces que les gens avaient les moyens de se payer, par exemple, un petit restaurant, des choses comme ça, ben, c'est un lieu qu'ils fréquentaient, dans lequel ils connaissaient des gens. Ça leur donnait un contact, ça les sortait de l'isolement. Mais là, si ce type de commerce-là diminue, il y en a de moins en moins, ben, ça fait en sorte que tu n'as plus ce genre de lieu-là de fréquentation. Et pour des gens, notamment pour les personnes seules, qui déjà, c'est très dur parce qu'ils sont des personnes isolées, ben, ça fait en sorte que tu te retrouves vraiment enfermé. Il y a 13 ans de ça, le quartier Hochelaga était plus chaleureux. Moi, c'était le côté chaleur humaine. Le monde se parlait. Moi, je regarde juste mon bloc où je demeure. Je m'en vais dehors, il n'y a plus personne qui se parle. Personne dehors. Pour parler du mode de vie, si on reprend en 2009, je parle de mon logement, que je demeure. Il y a 9 ans, la plupart de tous les voisins étaient assis dehors sur le grand balcon qu'on avait. Et aujourd'hui, plus personne ne se parle. J'avais plus de monde qui me disait salut, je parlais à plus de monde sur la rue. Il y a une telle promotion qui est faite de Hochelaga Maisonneuve, qui a d'ailleurs été renommée OMA, qu'il y a des gens vraiment plus bourgeois qui arrivent dans le quartier et qui sont complètement surpris de voir que des fois, il y a vraiment beaucoup d'itinérance. Il y a comme des gens qui crient, il y a plein d'autres problèmes qui font que on n'est pas dans Westmount, puis que c'est pas le quartier auquel ils s'attendaient, mettons, tu sais. Les gens qui arrivent à nouveau puis ont investi, mettons, dans un condo qui est quand même vraiment cher, mais eux, ils ont des attentes qui sont différentes des gens du quartier avant. Ils s'attendent à ce que eux, ils ont payé un logement cher, fait qu'il y ait une place de parking, il n'y ait pas des gens qui s'injectent, il n'y ait pas des gens comme ça, les gens tout croche qui crient, on appelle la police immédiatement. Fait que c'est plus ça qui se passe au niveau des attentes comportementales. Tu sais, Hochelaga Maisonneuve, il y a tout le temps eu un peu de la prostitution à certains endroits vraiment spécifiques, mais comme, admettons, quand je suis arrivée, il y a 17 ans, il y en avait sur la rue Ontario, puis maintenant, il n'y a plus aucune prostitution sur la rue Ontario. Et ça, on a vu des changements comme les gens se sont fait tasser des artères plus populaires et plus principales. J'ai vu comme proche de où est-ce que j'habite, il y a comme des ruelles vraiment pas rapport ou des rues vraiment pas rapport. Puis là, je vois que les prostituées, alors qu'ils étaient sur les artères plus principales, vont aller la nuit dans des rues un peu plus, comme quand même dangereuses, peut-être pour elles ou tout ça, parce que les gens font des plaintes. Parce que le quartier, avant, dans le fond, ça faisait partie du quartier, fait que les gens se plaignaient pas de cette prostitution-là. Mais là, maintenant, vu que ça gentrifie, les gens font des plaintes, fait que les personnes qui font de la prostitution sont comme un peu excentrées. Bien, ce qui fait un quartier, c'est les gens. Puis s'il n'y a pas de gens, bien, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie. Et c'est dur à reprendre, la vie. Il va en avoir. Chaque personne va faire sa petite place. Mais le lien,
la richesse de ce que j'ai connu dans mon enfance, de dire, j'ai mon voisin, je le connais comme si c'était de ma famille. Ce n'est plus une grande famille. La famille a beaucoup rapetissé. Et je trouve que c'est une grande perte. Une grande perte. Le mot mémoire veut dire que déjà c'est quelque chose qui s'est approprié, c'est dans la culture, n'est-ce pas? C'est un type de mémoire concret, bâti, mais ça a toute une signification pour les gens dans leur attachement aussi, leurs souvenirs, toute une historique dans leur vécu, n'est-ce pas? Et c'est pas seulement à un niveau individuel, mais à un niveau collectif. Il faut se demander aussi si la population du lieu, du quartier concerné est la même, n'est-ce pas? Ou si ça n'a été pas remplacé par une nouvelle population. À ce moment-là, les gens ne sont pas vraiment attachés à cette mémoire et peut-être ça peut leur paraître une curiosité, quelque chose d'anecdotique. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il y a des gens qui ont un attachement plus de longue date au quartier. Les gens qui viennent dans le quartier actuellement, c'est parce qu'ils aiment l'allure du quartier, puis ils veulent le conserver le plus possible. Oui, effectivement, plusieurs nous appellent à la Société d'histoire parce qu'ils sont intéressés par le livre, de connaître le quartier. De plus en plus, les gens vont acheter beaucoup plus les duplex existants. Donc ça sauve le patrimoine parce que même beaucoup écrivent à la Société d'histoire pour demander « Avez-vous des photos de la maison d'avant? » Ils veulent remettre la maison à l'allure qu'elle avait. Ça, c'est une préoccupation des nouveaux propriétaires. Mais au niveau des promoteurs, par exemple, ça, c'est différent. C'est de surveiller ce qu'ils font. Oui, les promoteurs jouent ça, entre autres. C'est ce qui est arrivé dans l'ouest des Chapengus, où on a beaucoup joué sur le fait que c'était une ancienne usine. Puis quand tu regardes, tu te promènes dans le quartier, tous les noms de rue vont porter ont rapport avec le fait que c'était une usine de train qui était dans ce coin-là. Ils ont gardé l'ancienne bâtisse du Canadien Pacific Railway qui était là. Donc, on joue beaucoup cette image-là pour attirer les gens. Là. Donc, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie des éléments d'histoire. Moi, ce que je remarque, c'est que les populations initiales, ils n'ont pas comme la fierté de leur histoire, fait qu'ils ne sont pas capables de l'imposer. Je dirais que c'est surtout ça. Tu comprends? Les gens nous voient arriver, puis ils font comme « Ah, eux nous dérangent, eux sont de même », puis eux ne sont pas capables de dire « Non, moi, je viens d'Hochelaga-Maisonneuve, c'est de même dans Hochelaga, puis j'en suis fière parce que ça a tellement été un quartier qui a été comme vu de façon négative, qu'eux disent comme « Ah, c'est quoi, on est des mardes, on dérange, nanana ». Fait que oui, il n'y a pas une histoire ancrée dont les gens sont fiers. Ils ne sont pas capables de se lever et de dire hey, toi qui arrives, là, c'est pas comme ça, nous on a une histoire, on est fiers, tout ça. Ça, je le vois pas. Je ne dis pas que les gens n'ont pas de fierté de leur passé, mais c'est pas assez facile de le nommer sur des bases vraiment factuelles pour pouvoir comme répondre aux gens qui arrivent. On ne sait pas trop quoi dire pour dire hey, moi, non, mais j'aime pas comment tu arrives puis tu perçois mon quartier. Nous, ici, on est fiers, mais fiers de quoi? De bâtiments, il y a une certaine volonté, en tout cas, qui existe, là, entre autres la façon dont s'est fait le développement sur Angus. Ils ont gardé des grands pans de l'ancienne usine, là où il y a la SEQ, le Provigo. Tout ça, ils ont gardé les murs extérieurs, ils ont gardé le co-shop. Donc oui, de ce côté-là, il y a des efforts qui sont faits. Il y a des panneaux qui rappellent l'histoire ouvrière du quartier. Assez curieusement, ça a l'effet d'attirer d'autres populations, c'est ça. Mais cet effort-là, oui, il est là. Il y a eu peu dans le quartier, que tu peux dire, de disparition de bâtiments importants. Là. Il y a des promoteurs immobiliers ou des firmes d'architecture qui, des fois, vont à laquelle on leur demande d'avoir une évaluation patrimoniale du bâtiment. Pour pouvoir, je suppose, faire des demandes de permis pour soit le détruire, soit le transformer. Généralement, de ma petite expérience, c'est que les gens, lorsqu'ils demandent une évaluation patrimoniale, c'est qu'ils espèrent, c'est que le bâtiment n'ait pas une grande valeur et qu'il puisse être détruit.
Les petites shoebox, qui sont une marque que tu vas trouver un peu partout dans Montréal, il y en avait ici beaucoup plus. Même le vieux Rosemont, où on est actuellement, il y en avait plus qu'il y a maintenant. Les shoebox ont été démolis pour mettre des duplex ou triplex. Mais il en reste une bonne partie. D'ailleurs, nous, à la Société d'histoire, on a travaillé avec l'arrondissement pour pouvoir en sauver parce que c'est un patrimoine visuel important. Ça rappelle l'histoire de Rosemont et ça met de la structure dans le paysage. Les tournants que ça a pris, le néolibéralisme, peut-être cette phase extrême du capitalisme, mise de l'avant aux années Reagan, Thatcher, etc. Cela veut dire que tout est marchandable. Donc la ville est aussi une marchandise, l'espace est une marchandise, on veut privatiser à tout prix. Souvent on voit que les promoteurs arrivent avec vraiment des modèles commerciaux. Ils sont là pour faire l'argent, c'est leur métier, bien sûr, on comprend. Alors ils veulent optimiser leur investissement et passer pas trop de temps à réfléchir sur l'architecture. Ils ont déjà des formules qui vont un peu mélanger, etc. Maintenant, ça pose un problème. Il doit y avoir des normes des autorités municipales, des règlements plus stricts qui encadrent ça, qui obligent les promoteurs à être plus, disons, attentifs à où ils s'insèrent, n'est-ce pas? Et comment ils implantent ces bâtiments-là. Là, c'est vraiment typique de Rosemont. Vraiment typique des familles ouvrières, des familles de Rosemont. Ça fait longtemps que c'est là. Moi, j'étais jeune, puis j'avais peut-être 12 ans, puis je m'emmenais ici voir une amie. Fait que non, ça fait longtemps que ça existe. Alors là, c'est à vendre. Fait que ça veut dire que y a du monde des groupes immobiliers peut-être qui vont acheter ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire. Fait que c'est ça un peu. Nos âmes, ils s'en vont tranquillement, pas vite. Alors, ça fait partie de Rosemont. Ouais. Plus sur la mémoire des habitants et des habitantes de longue date du quartier. Mm-hmm. Genre, par mémoire, j'entends les récits écrits, les récits oraux, les souvenirs des habitants. Mm-hmm. Est-ce que tu as l'impression que c'est préservé, que c'est transmis en général? Je te dirais que c'est... Quand nous, on fait des réunions, les gens en parlent beaucoup. C'est comme, il y a énormément d'échanges oraux là-dessus. Ça vaudrait la peine vraiment de collecter davantage de choses, puis les écrire davantage sur le papier, parce que les gens sont extrêmement bavards là-dessus, puis ont plein de souvenirs. C'est une mémoire qui est plus difficile, je dirais, à préserver, du fait qu'elle est immatérielle, du fait peut-être aussi qu'elle n'a pas de grande valeur marchande, contrairement à du patrimoine bâti où c'est plus clair qu'est-ce qu'on conserve. Il y a des gens qui font l'effort de la transmettre. Il existe une société d'histoire dans Rosemont, notamment, qui fait un travail de mémoire, qui est en contact avec cette histoire-là. Par exemple, c'est probablement une minorité de la population et probablement une minorité de la population qui est plus intellectuelle. Je ne suis pas sûr que monsieur et madame tout le monde connaissent nécessairement, et ça, il y a vraiment un effort à faire pour faire en sorte que cette connaissance historique-là qui existe que plus de gens puissent y avoir accès. Là. Par exemple, tu as un petit parc où tu as des panneaux avec des photos. Tu vois les gens qui travaillent, mais évidemment, tu vois les grandes salles de travail, tout le monde qui travaille sur des pièces, choses comme ça. Là. Mais ça ne dit pas nécessairement les difficultés qui étaient liées à ça, les difficultés de vie, des choses comme ça. Quand tu rappelles l'histoire des usines Angus, il ne parle pas nécessairement de conflits de travail qu'il y a eu aux usines Angus, là. Je soupçonne qu'il y en a quand même eu un certain nombre de conflits de travail au fil des années, mais ça, il n'en parle pas, là. Mais c'est sûr que tu choisis toujours, quand l'histoire te sert à des fins commerciales, là, c'est sûr que tu choisis ce que tu dis, ce que tu dis pas. En tout cas, tu n'as pas de rappel des luttes comme tel, là. Si on rentre dans cette
espace-là, on voit, c'est intéressant, on voit toutes les installations de l'ancienne industrie. Donc, du point de vue spatial, c'est très intéressant. Mais bien sûr, ça ne répond pas à une vocation sociale, culturelle, communautaire, etc. C'est privatif, c'est intéressant, mais ça pourrait aller plus loin. La station numéro 1, là c'est un bâtiment industriel. Mais justement, le patrimoine industriel, comment on l'a reconverti en logement social, en coopératif. Et ce type d'intervention semble parfaite. Vraiment, ce sont des exemples de bonnes pratiques qu'on devrait vraiment étudier, un peu promouvoir ce type d'intervention. Il faudrait faire un gros travail d'entrevue, donc d'histoire orale, donc aller chercher ces souvenirs-là, les enregistrer, puis ensuite de ça. Donc, c'est toujours un peu le même fonctionnement, là. C'est créer des archives, puis ensuite de ça, trouver des manières de diffuser ces archives-là. On pourrait penser à la création de podcasts, penser à des zones d'écoute, balado. Et je pense qu'un des exercices importants, c'est de faire un inventaire patrimonial. Donc ça, c'est un exercice qui est très important, très pertinent, parce que ça permet aux personnes qui prennent des décisions d'accorder ou non des permis, d'informer leurs décisions ça au regard de l'histoire de ces bâtiments particuliers. Donc c'est un grand travail, mais je pense que c'est vraiment la manière la plus efficace de préserver le patrimoine matériel, surtout le patrimoine, bâti. Puis ensuite de ça, il y a d'autres initiatives, par exemple des panneaux d'interprétation devant certains bâtiments. Naturellement, ça permet aux personnes qui passent dans ces bâtiments-là de mieux comprendre qu'est-ce que c'est comme bâtiment. Puis on fait le pari qu'en comprenant mieux c'est quoi le bâtiment, c'est quoi l'histoire qui est derrière, il y aura une plus grande appréciation, une plus grande sensibilité au patrimoine de ce bâti ou le patrimoine de ce bâtiment-là. La ville n'est pas un fait statique, n'est-ce pas? La façon de s'approprier la ville, le mode de vie évolue, donc ça doit se refléter dans le cadre bâti, c'est normal. Donc les transformations c'est nécessaire qu'il y ait lieu, mais ça doit être encadré, n'est-ce pas, d'une façon avec doigté, avec une sensibilité, avec une connaissance de cause, n'est-ce pas? On ne peut pas improviser tout ça. Si on préserve seulement les bâtiments, puis c'est des coquilles vides qui ne sont pas intégrés dans la vie du quartier, je pense qu'il y a peut-être l'intérêt beaucoup moindre, au moins pour le préserver. Oui, c'est ça. Donc, il faut préserver, mais il faut aussi que cette mémoire, ce patrimoine-là, fasse partie de la vie des gens, puis apporte de quoi de positif dans leur vie. On devrait faire parler, on devrait beaucoup plus faire parler des personnes âgées. On devrait avoir un lieu où ces gens-là, on passe, on sait où ils habitent, puis on les fait parler. Beaucoup. Pour qu'ils puissent nous raconter un peu qu'est-ce qu'ils ont vécu dans le quartier, comment c'était, comment ils ont vécu, parce que c'était ouvrier, la vie n'était pas facile. Il faut absolument garder ça. Il faut absolument que ça soit des photos, mais plutôt de l'écoute aussi. Plutôt il faut que ça soit marqué, il faut que ça soit... Il faut. Traîner au pas sur les balcons, refaire le monde, monter au front. Sur la promenade, quand il fait chaud, tout le monde se croise.